Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. Une de mes collègues, membre d'un groupe sur Facebook, un groupe qui a proposé la diffusion du slogan « Je suis Charlie », ce qu'on rencontre partout aujourd'hui. Donc cette collègue a dit aux autres membres de son groupe qu'elle préfère dire, elle, « Je suis Ahmed », pour évoquer la mémoire de ce policier achevé en direct devant des milliards de gens. Elle a été exclue du groupe. Je signale au passage que ce groupe Facebook est composé d'Algériens. Alors, d'emblée, et pour qu'on ne se méprenne pas sur ce que je pense de cette affaire, je déclare haut et clair que cette attaque est criminelle, que je m'incline devant la mémoire des gens qui y ont été assassinés et que rien ne peut justifier un tel crime. J'espère que c'est parfaitement clair. Mais, ceci étant dit, vous vous attendiez à ce qu'il y ait un mais, n'est-ce pas? Je refuse qu'on m'assène une conduite à tenir, à me faire gober des œufs carrés, jusqu'à totalement m'identifier à Charlie Hebdo. Non, je ne suis pas Charlie. Les journalistes de Charlie Hebdo ne pratiquaient pas la liberté d'expression. Parce que pour moi, et tous ceux qui sont comme moi, qui se sont pourtant abreuvés aux sources de la pensée occidentale, nous ne pensons pas dans notre logique, dans nos propres représentations de la vie et des valeurs, que l'invective aboyeuse, l'insulte, l'ordure et le fiel déversés par pure provocation contre les convictions des communautés les plus fragilisées, contre leurs prophètes, puissent relever de la liberté d'expression. Je suis libre de penser que ce n'est pas de la liberté d'expression. Pourquoi le fait d'injurier une personne vivante relève-t-il des tribunaux, alors que déverser des bennes à ordures sur un prophète qui n'est pourtant plus de ce monde devrait-il être permis? Et curieusement, ce sont les mêmes qui cherchent à nous imposer ces attitudes outrageantes comme étant de la liberté d'expression, qui nous refusent le droit de dire notre avis sur la question. Juste de dire que ce n'est pas de la liberté d'expression pour nous. Quiconque ose aller à contre-courant de ces opinions, j'allais dire, péremptoires, est lynché, réduit à l'invisibilité, s'il n'est pas littéralement lapidé par des meutes de bien-pensants lancés à ses trousses. Mais si je persiste dans ma démarche et dans mon attitude, ce n'est pas seulement pour préserver ma liberté de pensée et d'expression. C'est aussi parce que je pense que forcer les gens à dire qu'ils sont Charlie n'est pas rendre hommage aux journalistes et aux dessinateurs qui ont été assassinés. C'est jeter de l'huile sur le feu. C'est refuser de s'asseoir tous ensemble autour d'une même table pour tenter de nous réconcilier, pour essayer d'empêcher les forces mauvaises tapies dans l'ambre de nous jeter les uns contre les autres. Forcer les gens à dire « je suis Charlie » au lieu de se recueillir et de méditer, c'est jeter de l'huile sur le feu, c'est exaspérer les haines, acculer les derniers espoirs en une humanité meilleure. Ce n'est certainement pas un hasard si le roman de Houellebecq, l'auteur réputé être le plus lu de France, et l'attaque meurtrière contre Charlie Hebdo au cœur de Paris ont défrayé la chronique en même temps, dans le même temps que s'organisent de gigantesques manifestations anti-islam en Allemagne. Des événements qui arrivent en même temps, orchestrés de façon magistrale. Le roman de Houellebecq, Soumission qui est la traduction française du mot islam, nous raconte une France dominée par l'islam et dont le président de la République, Mohamed Abbas, est un musulman. Toute l'œuvre semble n'être destinée qu'à attiser l'aversion de l'islam, à le faire voir sous son jour le plus menaçant, en quelque sorte à charger les gens de haine, à les charger, à les pousser à l'action presque, je dirais.
au point où l'islam paraît sous son jour le plus avilissant, et donc par conséquent les musulmans aussi. L'auteur a d'ailleurs publiquement avoué, il l'a publiquement avoué sur une chaîne de télévision, il a avoué sa haine de l'islam. Et il a déclaré de façon très sérieuse que la religion la plus con, c'est quand même l'islam. Et donc, au moment où ce gros pavé tombe dans le marigot d'une islamophobie de plus en plus ordinaire, voilà que deux jeunes hommes, dont il s'avère qu'ils sont issus de la communauté musulmane, commettent un attentat contre Charlie Hebdo et font une douzaine de morts, dont des caricaturistes parmi les plus prestigieux de France. L'attentat a été filmé comme si une équipe de tournage était sur les lieux, avec divers angles, et jusqu'à des détails hallucinants, comme celle de ce policier qui avait été achevé par un des deux assaillants. On a pu suivre jusqu'aux paroles qui étaient échangées par l'un et par l'autre. Un réalisateur de cinéma aurait difficilement pu faire mieux. Il n'est nul besoin d'être un théoricien du complot pour se poser quelques questions, puisqu'elles se posent d'elles-mêmes, n'est-ce pas? Comment, en si peu de temps, au cœur de Paris, deux personnes ont pu commettre un tel attentat en pénétrant dans les locaux même de Charlie Hebdo, réputé hermétique à toute intrusion? Comment se fait-il que ces deux hommes aient ainsi pris tout leur temps, ne se pressant même pas, sans qu'ils soient immédiatement encerclés par les forces de police? La police française est-elle ainsi démunie au point de ne pouvoir réagir à temps à une attaque aussi audacieuse au cœur de Paris? Pourquoi, dans les images filmées, la voiture des deux assaillants semble ne plus être la même? Pourquoi ces personnes ont-elles pris le soin de porter des cagoules et un masque alors qu'elles ont laissé une de leurs pièces d'identité bien en évidence dans la voiture qu'ils ont abandonnée? Comment des gens capables d'une telle opération, dignes des forces spéciales les plus efficaces du monde, n'ont-ils pas prévu leur fuite pour se mettre hors d'atteinte des forces de police françaises? Et enfin, la question qui tue, la plus importante, à qui profite le crime? Aujourd'hui, France TV Info, le prochain Charlie Hebdo sera titré à 1 million d'exemplaires. Le Monde, le frappant télescopage entre la sortie du livre de Houellebecq et l'attentat contre Charlie Hebdo. 20 minutes. Des soutiens financiers affluent en direction de Charlie Hebdo. Avec nous aujourd'hui, Faisal Ansar, journaliste en France, et Gerfa, cadre du FIS. C'est Badreddine Gerfa, cadre du FIS. C'est Badreddine, marhaba bik, merci d'être avec nous. Alors, Badreddine Gerfa, à froid, votre impression sur cette sombre affaire, sur cette tragique affaire? Je vous entends mal. Restez avec nous, le soutien technique va s'occuper de ça, on va revenir dans un instant à vous. Faisal Ansar, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci. Alors Faisal, à froid comme ça, votre impression sur cet attentat, sur cette ambiance de commencement d'une sorte de guerre mondiale, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Écoutez, à mon niveau, moi, ça fait un bon moment que je travaille sur... Il semble que il semble que nous ne vous entendions plus. Est-ce qu'il y avait une interférence? Je ne sais pas. Voilà, c'est mieux. Si c'est un mobile, il vaut mieux ne pas trop bouger pour ne pas vous perdre. D'accord. Voilà, je vous en prie. En fait, pardon, je disais que c'est depuis un certain moment, en tant que journaliste, je travaillais sur les Allô? Oui, on vous entend très bien, vous pouvez poursuivre. D'accord. Donc, je travaillais sur un peu on va dire la politique internationale et géopolitique, et puis je voyais se dessiner une idéologie qui était en train de se mettre en place, une idéologie des chocs des civilisations, oui, qui a été commencée à...
J'entends, je pense qu'il y a un truc avec Skype que j'entends. Oui, Allô? c'est peut-être l'autre invité, mais on vous entend très bien. Il ne faut surtout pas bouger de place, on vous entend très bien. D'accord, donc du coup, je parlais de l'idéologie de choc des civilisations. En fait, une théorie qui a été mise en place par Huntington, un intellectuel occidental, et puis qui a été repris par les néoconservateurs américains avec l'administration Bush. Oui, Et puis, elle a commencé à avoir vraiment de l'influence et de l'impact après les attentats du 11 septembre. oui, Donc là, on commence à dire que bon, il y a deux blocs, principalement, parce qu'il a divisé le monde en plusieurs blocs qui étaient susceptibles de, un jour ou l'autre à s'affronter parce que ils n'avaient pas les mêmes cultures et les mêmes cultes. Mais grosso modo, c'était le monde occidental contre le monde oriental ou le monde musulman. Donc c'est depuis le 11 septembre, on a vu en fait dans la foulée, même dans les déclarations, première déclaration de Bush fils après les attentats du 11 septembre, c'est qu'il allait y avoir une croisade. Donc le terme est fort et ça rappelle les guerres de religion du Moyen Âge. absolument. Donc voilà, donc bah, c'est simplement si là j'ai fait un peu un retour en arrière par rapport à cette histoire de l'islam qui est dans le collimateur, donc il n'est pas depuis aujourd'hui. En France, il y a eu toujours un retard, ça commence toujours aux États-Unis et puis ça arrive en France quelques années après. En France, c'est vrai, depuis quelques temps, on voit l'émergence ou en tout cas une surmédiatisation de personnes appelées intellectuelles. Pour moi, l'intellectuel, c'est la transcendance. Oui, bien sûr, un Zemmour, Finkielkraut, Welbeck, des islamophobes vraiment exacerbés qui s'attaquent de façon ouverte à l'islam. Quelqu'un d'autre l'aurait fait contre la judaïté ou contre le judaïsme, pardon, ou il aurait été traîné devant les tribunaux. Vous avez vu l'affaire Dieudonné, par exemple. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a une histoire de deux poids, deux mesures, et puis après, c'est la vie, hein, et on peut parler de démocratie, on peut parler de bons sentiments, etc., mais la réalité des choses, c'est un rapport de force. Absolument. Et la communauté musulmane, elle était assez forte, et puis elle pouvait avoir son lobby, et qui pouvait éventuellement influencer la politique et influencer les décideurs d'un pays. Bah, on aurait beaucoup du mal à attaquer les musulmans et la religion musulmane. Mais Faisal, sans vouloir faire dans la complotite, vous n'avez pas l'impression que tout ça est un peu trop bien orchestré, que c'est arrivé en même temps, que c'est trop parfait pour être le fruit du hasard? Bah, écoutez, moi, à mon niveau, pour l'instant, bah, les éléments que vous venez d'évoquer en introduction de votre émission, bah, effectivement, qu'il y a énormément de faits très troublants par rapport à ce qu'on a pu avoir comme information, comme image. Effectivement, il y a énormément de faits troublants et un esprit critique et un esprit libre, bien sûr, il se posera des questions. Et puis voilà. Donc, moi, je n'inclus pas qui, en tout cas, de deux choses l'une. Soit il y a une défaillance, mais abyssale en termes de sécurité, de système de sécurité en France, Oui. soit Oui. il y a un laisser-faire. Donc un laisser-faire, ça veut dire une complicité quelque part. Voilà. Restez avec nous, Faisal. Voilà. Moi, je ne suis pas, pour l'instant, je laisse la justice wait and see. et la police faire son enquête. Oui. Mais de toute façon, il y a plein de points d'interrogation, il y a plein d'éléments qui sont très troublants dans cette histoire. Restez avec nous, Faisal, restez avec nous. Badreddine Guerfa, est-ce que nous avons... Badreddine Guerfa, est-ce que le problème a été réglé? Badreddine Guerfa? Oui, c'est Badreddine. C'est Badreddine. On aurait voulu vous avoir par Skype pour avoir le plaisir de voir votre longue barbe blanche qui nous fait toujours plaisir. Malheureusement, il semble qu'il y ait eu un problème. Mais enfin, je voudrais vous poser d'emblée une question. C'est Badreddine. À votre avis, en partant du fait à supposer que c'est bien ces jeunes musulmans qui ont attaqué Charlie Hebdo. Ils ont crié, on les a entendus
clairement, le prophète est vengé, on a tué Charlie Hebdo. À supposer que ces gens l'ont fait vraiment pour venger le prophète comme ils le revendiquent. Vous pensez que c'est une méthode civilisée, que c'est comme ça qu'il faut agir pour se défendre, pour défendre ses convictions? Salam alaikum, bonjour tout le monde. Avant de penser quoi que ce soit, permettez-moi, Jamel, façon d'orchestration de grandes choses à l'échelle internationale d'abord. Avant de parler des jeunes, avant de parler des musulmans, permettez-moi de dire Allahu Akbar en avant le prophète. J'ai déjà vu en Algérie en 93 les cris de Allahu Akbar, c'est pour que c'est-à-dire qu'actuellement, c'est les islamistes qui font ça, c'est les intégristes, c'est les terroristes, appelez-les comme vous voulez. Mais, malgré ça, bon, certainement, c'est pas la meilleure méthode pour défendre l'islam. Je ne dis pas, permettez-moi, je ne dis pas que ceux qui ont fait ça, c'est des jeunes musulmans ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Je n'ai pas d'informations, vous n'avez pas d'informations. Tout est si bien orchestré, mais quand même, je le redis, que la meilleure chose pour nos jeunes, surtout ceux qui sont en Europe, je pense qu'on a en France, disons, des millions de jeunes d'Algériens, la meilleure façon de se créer des lobbies économiques, des lobbies dans le journalisme, dans les prêches, dans les finances, etc., pour pouvoir avoir du poids en Europe pour montrer ce que peut faire les musulmans, et et ça c'est le plus important à mon avis, c'est pour pouvoir influer ce qui se passe dans les Algériens dans leur pays, les Tunisiens dans leur pays, les Marocains dans leur pays, les Égyptiens, etc. Parce que l'islam, pour que l'islam, les tentats de l'islam soient il faut d'abord parler de nos rapports, de nos rapports, comme on dit, c'est-à-dire dans nos propres pays. Oui, mais pourquoi c'est Badreddin dans le pays, chacun dans son pays, pour changer ses gouvernants, pour avoir une démocratie, la liberté, pour avoir des mosquées libres, un islam libre, une économie libre, comme ça. Oui, c'est Badreddin. On pensera à la khilafa avec les méthodes mondiales, comme le disait Sidi. C'est Badreddin. Pourquoi pas le Commonwealth islamique? Monsieur Badreddin Garva, le problème aujourd'hui, c'est comme si on donnait un spectacle. À chaque fois que les musulmans bougent, ce ne sont pas des forces démocratiques, ce ne sont pas des forces qui sortent dans la rue, qui portent des contestations politiques, qui sont organisées, qui ont un modèle d'expression qui représente leur peuple. Mais quand ça se passe, c'est généralement avec des kalachnikovs, des tirs en l'air, Allahu Akbar par-ci, des égorgements par-là, etc. Et des mouvements qui sortent bizarrement dans le sait où. Vous avez vu par exemple Daesh, et qui choquent le monde entier et qui à chaque fois remontent les opinions publiques, ce que pensent les gens de nous, ils les remontent contre les musulmans, contre l'islam, contre cette religion qu'ils perçoivent de plus en plus barbare. Pourquoi que ça se passe comme ça? Est-ce que vous, qui êtes cadre du FIS, un membre dirigeant du FIS, est-ce que vous n'avez pas la possibilité de porter un discours de paix, un discours de démocratie, un discours de contestation politique civilisée? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, nous retombons ou nous nous laissons faire ou nous nous laissons mettre en boîte par des mouvements sortis dans le CIO et dont on découvre souvent qu'ils sont manipulés par des forces, vous savez qui? Je dis un grand ouf, c'est génial. Croyez-moi, ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90, en Égypte récemment, en Libye, en Palestine, avec Hamas, etc. L'Occident ne veut pas de démocratie dans les pays arabes. Un point, c'est tout. Qu'il encourage tous les extrémismes pour que le sang coule, pour qu'ils se donnent la raison, toute la raison du monde, pour pouvoir s'accaparer des richesses des pays arabes, pour
politique, économique, sociale et culturelle. C'est ça le fond du problème. Sinon, où était l'Occident quand on a vu des milliers de morts à la place Ramallah? Où était la France? Où étaient les États-Unis quand en 92 20 000 Algériens, jeunes Algériens ont été foutus dans les camps du Sud, là où il y a eu les essais nucléaires? Où était l'Occident quand Hamas, quand le peuple palestinien a voté pour Hamas, et là les États-Unis disaient que le Gaza va être sous boycott. Alors, c'est fini, cette démocratie à l'américaine occidentale, ça ne veut absolument rien dire. Malheureusement, ça pousse les jeunes musulmans à la violence. Je dirais quand même que c'est tellement pour les jeunes, c'est pas même pour les jeunes musulmans, c'est un dictateur, c'est des embuscades qui va enfoncer les jeunes dans la violence. Pour se garantir pour dire que les jeunes ont des tueurs, des foutants en prison, et en même temps se donner le rôle de défenseur de liberté et de démocratie au dépôt des peuples musulmans et arabes. Nous allons demander l'avis de Faisal Ansar. Faisal, Badreddine Guerfa nous dit que l'Occident, finalement, si on pèse bien la chose, ne veut pas que la démocratie s'installe dans les pays musulmans, puisqu'il soutient des régimes despotiques, puisqu'il soutient même des groupes islamistes sortis d'on ne sait où, que leur armement provient généralement d'Occident. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Monsieur Benchenoub, là j'ai une interférence. Je pense que je vous entends mal. Mais là, on vous entend bien. Si vous avez entendu ma question, ou à peu près. J'ai pas très bien entendu parce que je pense que je suis branché sur Mara Libya. J'ai des discours en anglais là. J'espère qu'ils vont le côté soutien technique vous a entendu, qu'il va régler le problème. Mais sinon, la question que je vous posais est que Badreddine Guerfa vient de nous dire que finalement l'Occident semble ne pas vouloir que la démocratie s'installe dans les pays musulmans puisqu'il soutient les régimes les plus despotiques. Et que bizarrement, quand il y a des mouvements islamistes violents qui s'installent, généralement, ils semblent être téléguidés par cet même Occident. Écoutez, moi je partage plus ou moins ce qu'il vient de déclarer. J'ai pas tout entendu, mais sur l'idée que effectivement, des régimes démocratiques dans des pays arabes ou des pays musulmans, ou généralement des pays qui intéressent les puissances occidentales, bien sûr que c'est pas quelque chose qu'ils souhaitent, parce qu'un pays démocratique, ça veut dire un pays qui va gérer ses ressources dans la transparence, qui va pas à un certain moment sortir de la dépendance de certaines puissances occidentales. Donc effectivement, ça n'arrange pas les affaires de l'Occident que des pays du tiers-monde, qui soient musulmans ou pas, mais que des pays qui soient généralement riches en ressources naturelles, etc., soient démocratiques et indépendants. Il vaut mieux maintenir soit des dictatures avec lesquelles on peut faire des affaires, et soit justement effectivement encourager l'installation de gouvernements, on va le dire, terroristes, parce que ça justifie ensuite des interventions militaires. De toute façon, soit une dictature, soit des régimes violents, ça permet de manière ou d'autre de garder la main mise sur ces pays-là. Ouais. Voilà, donc bien sûr... Mais sinon, Faisal, pour en revenir à la société française, par exemple, qui n'est pas une exception, quand vous prenez le taux de chômage national de la France, par exemple, qui se situe aux environs de 11%, je crois, mais quand vous allez dans ces quartiers, comme ils les appellent, les Français, les quartiers, ils disent les cités ou les quartiers. Ils n'ont même pas besoin de préciser. C'est-à-dire on comprend que c'est des quartiers où il y a des Maghrébins, des musulmans. Quand vous allez dans les quartiers, donc, ou dans les cités, le taux de chômage moyen est d'à peu près 50%. Est-ce que la société française ne peut pas comprendre qu'il ne peut rien sortir de bon d'une telle situation, d'une telle marginalisation, d'une telle ghettoisation? Effectivement,
effectivement, ils comprennent, hein, pour les gens qui sont censés, hein, ils les comprennent, mais il faudrait à un certain moment savoir que cette situation a été entretenue et donc du coup, les résultats, on les voit aujourd'hui, c'est effectivement taux de chômage, violence, etc. Mais il y a ce côté-là, donc il y a des circonstances atténuantes, mais il y a d'autre part une responsabilité des communautés maghrébines. Il faut dire qu'ils ont plus ou moins des moyens de s'en sortir. Je peux les comparer avec la communauté asiatique ou une autre communauté qui arrivent à s'organiser, à s'en sortir, à créer leur propre économie, à s'entraider, etc. Oui. Or que dans ces cités, il n'y a pas eu justement cet élan de solidarité et en fait on n'a pas utilisé son intelligence pour justement sortir d'un piège. Donc exact. Moi c'est vrai que il faut à un certain moment dire les choses clairement. On a plus de moyens en France pour s'en sortir que par exemple en Algérie pour la jeunesse. Et au pire des cas, on a le moyen de voyager. Quand on a un passeport français, si les portes se ferment en France, on peut partir en Angleterre. Donc c'est question de volonté aussi. Voilà, donc on pouvait, dans les cités, on pouvait sortir par la grande porte. Si on avait fermé les portes, on aurait créé des portes. Mais Faisal Ansar, voilà. Merci beaucoup, en espérant vous revoir bientôt. C'est Badreddine Guerfa, vous avez le mot de la fin, vous avez à peu près 1 minute pour conclure. Pour conclure, je dirais que malgré tout, unanimement, je condamne tout ce qui est violent, que ce soit ce qui s'est passé en France, ou ce que fait l'État sioniste à Gaza, ou la violence du gouvernement d'Algérie en 92 sur les Algériens, d'où qu'elle vienne, cette violence, on la condamne, et j'encourage en même temps tous les jeunes qui luttent pour le changement, que ce soit dans les pays arabes ou autres, de s'engager dans le militantisme démocratique avec les références chacun avec ses références et ses idéologies qu'il veut et le programme qu'il veut. Mais le meilleur moyen de changer le monde, c'est de militer pour la liberté, pour la justice et pour l'égalité de tous les êtres humains, quelles que soient leurs conditions. Merci beaucoup, c'est Badreddine, en espérant vous revoir bientôt. Avant de conclure, pour répondre un peu à ce slogan qui circule partout dans le monde entier. Vous savez, on est toujours dans la situation, malheureusement, du pot de terre contre le pot de fer. Mais bon, on assume notre position de pot de terre. Et alors moi, au lieu de dire « je suis Charlie », moi je dis « je suis musulman et je ne hais personne. Je ne hais personne. Et j'aime tous les hommes. Et j'aime tous les êtres humains sur cette terre, quelle que soit leur religion. Salam alaikum azul, abqaw ala khair. Bismillah.